51e session du comité permanent de la 15e législature, une séance de questions-réponses à débuté avec les sujets liés aux finances et à la diplomatie. Le chiffre d'affaires des exportations continue de croître, indiquant une dynamique de croissance dans divers secteurs clés de l'économie. Découvrons en fin d'édition le marché des journaux à Hanoï, où les agents de distribution reçoivent et crient les journaux avant de les transporter aux lecteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. À l'occasion de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng lui a adressé ce lundi une lettre de félicitations au nom du parti et de l'État vietnamien. Selon les résultats préliminaires annoncés par la Commission électorale centrale de Russie dans la nuit du 17 mars, et après avoir comptabilisé près de 84% des suffrages, le président sortant, Vladimir Poutine, a remporté 87,97% des voix. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce lundi à Hanoï le ministre ouzbek des Affaires étrangères Batiyor Saidov en visite officielle au Vietnam du 17 au 19 mars. Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé que le Vietnam se souvenait toujours du soutien précieux de l'Ouzbékistan pendant sa lutte pour l'indépendance. Il a réitéré la volonté de Hanoï de renforcer la coopération intégrale avec l'Ouzbékistan, en particulier dans les secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, et l'agriculture ainsi que la coopération décentralisée. Phạm Minh Chính a également appelé à renforcer la coordination entre les deux pays lors des forums régionaux et internationaux. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Batiyor Saidov a affirmé que l'Ouzbékistan souhaitait dynamiser ses relations amicales et sa coopération multiforme avec le Vietnam, en particulier dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Il a également exprimé son accord avec les orientations de coopération évoquées par le Premier ministre Phạm Minh Chính lors de cette rencontre. Poursuivant la session du comité permanent de la 15e législature ce lundi matin à Hanoï, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ, s'est tenue une séance de questions-réponses portant sur des sujets liés aux finances et à la diplomatie. Le ministre des Finances Hồ Đức Phước a répondu aux questions des députés. Ces questions portaient, entre autres, sur la gestion du secteur de l'assurance, en particulier de l'assurance vie, de la douane, notamment la lutte contre la contrebande, ainsi que le transport illégal de marchandises à travers les frontières et la régulation des prix des biens et services énumérés sur la liste des biens et services tarifés par l'État. L'après-midi, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a abordé la conclusion d'accords d'exemption de visa avec certains pays dans le but d'attirer les touristes. Il a également répondu à de nombreuses questions soulevées par les députés, notamment la protection des ressortissants vietnamiens à l'étranger, la mise en œuvre d'accords bilatéraux et multilatéraux, la diplomatie culturelle, ainsi que le soutien des collectivités locales dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel mondial au Vietnam. Passons tout de suite à d'autres informations de l'actualité. La demande des entreprises européennes pour de nouveaux investissements et l'expansion d'usines au Vietnam est en augmentation, comme l'a noté la Chambre de commerce européenne au Vietnam Eurocham. Selon l'Eurocham, le Vietnam présente de multiples avantages, notamment des ressources humaines stables, des infrastructures robustes et une réforme des procédures administratives. L'Eurocham salue les efforts dynamiques de promotion des investissements au niveau local, en particulier dans les zones industrielles clés telles que Hanoï, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang et Ho Chi Minh Ville. Ces zones ont attiré 75% des nouveaux projets et près de 82% des capitaux d'investissement du pays au cours des 2 premiers mois de cette année.
La province de Binh Phuoc a connu l'an dernier le taux de croissance moyen le plus élevé de la région du Sud-Est. Afin d'attirer davantage d'investissements étrangers, Binh Phuoc mise sur les incitations fiscales, les taxes d'import-export, la réduction ou l'exonération maximale de tous les loyers fonciers. Ces politiques qualifiées de très incitatives suscitent l'intérêt de nombreuses entreprises européennes participant au forum de connexion d'entreprises à Binh Phuoc. Les dirigeants de plus de 100 entreprises européennes telles que De Hue et Big Dutchman ont participé à ce forum. Ils accordent une attention particulière à l'agriculture et la transformation des produits agricoles. Les membres d'Eurocham se trouvent principalement à Ho Chi Minh Ville. De nombreuses entreprises voient des opportunités de connexion et de participation à la chaîne d'approvisionnement agricole au Vietnam pour exporter vers l'Europe. Les entreprises européennes ont également besoin de trouver des partenaires au Vietnam. Par conséquent, afin d'attirer les investissements étrangers, la province de Binh Phuoc met l'accent sur la connexion et la création des chaînes de valeur, notamment la numérisation des produits agricoles de haute technologie. Dérouler le tapis ne doit pas être un simple slogan. Il faut accorder des conditions favorables pour que toutes les entreprises puissent se développer ensemble. Dans le temps à venir, si l'Assemblée nationale approuve une résolution sur la construction d'autoroutes vers Binh Phuoc, les infrastructures seront améliorées et cela aidera à accélérer la restructuration agricole, industrielle et de services de Binh Phuoc. Pour attirer les entreprises du lieu, la province de Binh Phuoc s'engage à se concentrer sur 4 piliers, à savoir une bonne infrastructure, de bonnes ressources humaines, de bonnes politiques et de bons services publics. L'année dernière, Binh Phuoc a attiré 48 projets d'idées, atteignant près de 300% du plan annuel. Le chiffre d'affaires des exportations au cours des 2 premiers mois de l'année a dépassé 59 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 19% en glissement annuel. En particulier, la balance commerciale des biens a enregistré un excédent de plus de 4,7 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé sur la même période depuis 10 ans. Cela indique une dynamique de croissance dans des secteurs tels que l'agriculture, la foresterie, la pêche, la construction et les services. Au lieu de se contenter de produire des chaussures en toile, cette entreprise a investi dans une ligne de production de chaussures en plastique écologique. Grâce à cela, même si ses commandes sur les marchés sud-coréens et européens diminuent, l'entreprise peut toujours exporter des produits vers les États-Unis et elle devrait gagner 300 milliards de dong cette année. En 2024, notre entreprise prévoit de produire plus de 2 millions de paires de chaussures. Même si le nombre d'employés a augmenté de 20%, le chiffre d'affaires a quand même doublé par rapport à l'époque où nous produisions des chaussures en toile. En outre, le chiffre d'affaires des importations de marchandises au cours des 2 premiers mois de l'année a augmenté de 18% par rapport à la même période de l'année dernière. Les principaux produits importés comprennent les machines, les équipements, les matières premières et le carburant destiné à la production nationale. Les exportatrices vietnamiennes s'efforcent de se restructurer pour répondre aux commandes. Pour faire face aux défis de 2023, les entreprises ont entrepris de vastes restructurations, notamment en réformant et en rationalisant les processus de production et en réorganisant la main-d'œuvre. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'excédent commercial élevé actuel montre que le monde des affaires a fourni des efforts pour trouver des marchés et améliorer la compétitivité des biens exportés. Dans le même temps, les solutions de soutien du gouvernement ont également eu un impact significatif. Nous avons l'excédent commercial le plus élevé sur le marché américain. Et même, sur les marchés où nous enregistrons régulièrement des déficits commerciaux, comme le Japon, nous avons réalisé des excédents commerciaux au cours des 2 derniers mois. L'excédent commercial élevé au cours des 2 premiers mois de l'année a contribué à la stabilité macroéconomique et à l'augmentation des ressources en devises. Cela permet également à la Banque d'État de stabiliser les taux de change et de contrôler l'inflation. Depuis le début de cette année, les fabricants et les importateurs ont commencé à se conformer à la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs REP. Ces règles énoncées dans la loi relative à la protection de l'environnement de 2020
vise à récupérer et recycler les emballages des produits. Cet effort vise à alléger la pression financière liée à la collecte et au traitement des déchets solides dans les régions urbaines. Cependant, il est crucial de comprendre que les systèmes de collecte, de transport et de recyclage dépendent dans une large mesure des travailleurs informels. Par conséquent, encourager la participation de ces travailleurs à la gestion des déchets constitue un défi pour les autorités locales. Hoa est collectrice de déchets depuis près de 20 ans. Elle collecte divers types de déchets, notamment du papier, des canettes et des boîtes en mousse. Cependant, malgré son travail acharné, elle ne gagne que 100 à 200 000 dong par jour. J'achète des canettes, du papier et du fer. En moyenne, je gagne environ 130 000 dong par jour. Il est difficile d'estimer la taille de cette main-d'œuvre informelle en raison de ses horaires de travail irréguliers. Par conséquent, les collecteurs de ferraille comme cette femme rencontrent des difficultés en raison du manque de matériaux en quantité suffisante, comme du papier, des bouteilles en plastique ou des canettes de bière, pour les vendre aux recycleurs. J'embauche un trieur et je le livre ensuite à de plus grandes entreprises. Nos revenus dépendent de la santé, de la mobilité et de la productivité des travailleurs du secteur du traitement des déchets, ce qui a un impact direct sur nos bénéfices. À Hoi An, le volume de déchets recyclables dépend en grande partie des travailleurs informels. Ils sont chargés de collecter et de trier les déchets en provenance des ménages et de la décharge de la ville. Cet atelier a souligné l'importance de renforcer le rôle de cette main-d'œuvre et d'encourager sa participation active en tant qu'élément crucial de la chaîne de valeur des déchets. La politique actuelle de responsabilité élargie des producteurs, REP, ne soutient que les recycleurs et néglige les contributions essentielles des travailleurs informels qui collectent les déchets. La collecte de données sur la participation des travailleurs informels du traitement des déchets à la gestion de différents types de déchets reste un défi. L'obligation pour ces travailleurs indépendants de s'inscrire à une formation informelle est particulièrement lourde. En conséquence, retracer l'origine des déchets des entreprises pose des défis importants. L'objectif principal de la politique REP est d'inciter les entreprises à utiliser des conceptions respectueuses de l'environnement, à minimiser les déchets et à accroître l'efficacité de la collecte et du recyclage. Toutefois, ce changement prendra du temps. Étant donné que certains véhicules ne peuvent pas circuler dans les voies étroites, les collecteurs individuels de déchets joueront un rôle crucial dans l'amélioration de la collecte des matériaux d'emballage en vue du recyclage. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les régions du centre méridional et des hauts plateaux du centre connaissent un temps sec prolongé. Les faibles niveaux d'eau des réservoirs, des rivières et des ruisseaux provoquent des sécheresses. Actuellement, 634 réservoirs dans ces régions fonctionnent à moins de la moitié de leur capacité initiale. À cela s'ajoute le fait que 45 lacs de Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông et Lâm Đồng sont presque asséchés. Le pic de la sécheresse devrait survenir au cours des 2 prochains mois, alors qu'El Niño se poursuit. Les températures devraient augmenter de 0,5 à 1,5 degrés Celsius de la plus que la moyenne. Un déficit de précipitation de 15 à 30% entraîne une diminution du débit des rivières de 15 à 50% par rapport à la même période des dernières années. Et dans les provinces du Sud, la chaleur prolongée a entraîné un temps sec, augmentant le risque d'incendie de forêt. Les unités de gestion et de protection des forêts sont toujours prêtes à y faire face. Pour prévenir et combattre plus efficacement les incendies de forêt, l'implication des habitants est cruciale.
La protection des forêts ralentit littéralement les moyens de subsistance des populations locales. Les membres de ce groupe de protection des forêts effectuent des patrouilles régulières dans les forêts. Lorsqu'ils rencontrent des villageois à proximité de ces forêts, ils insistent systématiquement sur un message crucial, les précautions nécessaires pour prévenir les incendies de forêt. Nous sensibilisons les gens à la prévention des incendies de forêt et les exhortons à signaler toute fumée aux équipes locales de protection des forêts. Cette entreprise gère une zone forestière de plus de 38 000 hectares répartie sur 5 communes du district de Khánh Vĩnh. De nombreuses zones résidentielles sont situées en lisière de forêt dans ces communes et une grande partie des terres de production des habitants est entrelacée avec des forêts à haut risque d'incendie. Après avoir reçu des rappels, ces ménages comprennent désormais les actions nécessaires pour réduire les risques d'incendie de forêt lors des brûlages et des défrichements des champs. Avant de défricher et de brûler les champs, nous marquons les limites. Lors d'un incendie, nous devons nous coordonner avec l'unité de protection incendie. Selon le département de protection des forêts de la province de Khánh Hòa, plus de 61 000 hectares de forêt naturelle et plantée courent un risque important d'incendie. La communauté locale, en collaboration avec des postes de contrôle de protection des forêts, aide les propriétaires forestiers à identifier rapidement les risques d'incendie. Le dispositif de lutte contre l'incendie s'appuie en priorité sur les entreprises. Cependant, avec des zones forestières aussi étendues, la participation des résidents et des autorités locales est cruciale. Les forêts entourant les villages de Khánh Vĩnh dans la province de Khánh Hòa sont essentielles à la vie du peuple Raglai. Ils défrichent les terres à proximité de la forêt et y élèvent du bétail. Même des erreurs mineures au cours de ces activités peuvent provoquer des incendies de forêt. Conscients de cela, les habitants vivant à proximité de la forêt comprennent l'importance de la protection des risques d'incendie pendant la saison sèche pour protéger leurs moyens de subsistance. L'Université des langues et d'études internationales a accueilli ce dimanche 17 mars à Hanoï l'édition 2024 de la fête Couleurs culturelles qui célèbre la journée internationale de la francophonie le 20 mars. L'événement est l'occasion de mettre à l'honneur la diversité culturelle et de favoriser les échanges et la solidarité au sein de la communauté francophone. De nombreuses activités, telles que des concours culinaires avec des plats typiques des pays francophones, des espaces de musique traditionnelle et des jeux folkloriques ont attiré la participation d'étudiants de nombreuses écoles enseignant le français à Hanoï. La France fait partie des partenaires qui ont activement soutenu le Vietnam ces dernières années. Chaque année, plus de 1500 étudiants partent en France pour étudier et faire de la recherche. De nombreux programmes conjoints de formation et d'échanges culturels ont été mis en œuvre, ouvrant de nombreuses nouvelles opportunités aux étudiants vietnamiens et français. Même à l'ère numérique, les journaux papier restent toujours une nourriture spirituelle indispensable pour de nombreuses personnes. À Hanoï, depuis plusieurs années, sur le trottoir des rues Dinh et Dinh Tiên Hoàng, se tient chaque matin un marché de journaux très animé. Quelles que soient les conditions météorologiques, les agents de distribution reçoivent et trient les journaux avant de les transporter rapidement aux lecteurs. Découvrons sans plus tarder ce marché peu ordinaire dans le reportage qui suit. Alors que les gens dorment encore, les distributeurs de journaux papier commencent déjà une nouvelle journée de travail. Mon travail quotidien consiste à distribuer les journaux aux agences publiques et aux abonnés. En plus des agences qui doivent recevoir les journaux tôt, nous devons également livrer les journaux avant 8 h du matin pour éviter les embouteillages. Ce métier demande de la précision et de la prudence. Si je ne garde pas les journaux avec soin et que je les endommage, je dois parfois les payer moi-même. Auparavant, le marché des journaux ici était très animé, mais aujourd'hui, le nombre de journaux a progressivement diminué. Le plus difficile dans ce métier, c'est de livrer les journaux quand il pleut. Nous pouvons être mouillés, mais pas le journal, parce que personne ne reçoit de journaux mouillés. Après environ 1 heure de tri et de rangement, les premiers journaux ont été livrés au kiosque pour les lecteurs. Dans ce kiosque à journaux, depuis le petit matin, des lecteurs attendent pour acheter des journaux.
Je lis le journal tous les jours et il contient de nombreuses nouvelles diverses. Les informations contenues dans les journaux sont plus fiables. J'ai ouvert ce kiosque à journaux il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, vendre des journaux est ma passion et mes clients sont principalement des personnes âgées. Ils m'ont encouragé à vendre des journaux pour qu'ils aient un endroit où les acheter. Non seulement acheter les journaux le matin, mais aussi les lire sur les tableaux d'affichage ou après l'exercice est devenu une habitude pour de nombreux Hanoïens. Chaque matin, je marche un moment, puis je m'arrête ici pour lire le journal. De plus, j'aime aussi lire les journaux pendant mon temps libre, parce qu'ils m'aident à apprendre beaucoup d'informations utiles. Un beau matin, assis et lisant le journal au bord du lac Hoan Kiem, j'ai ressenti un Hanoï très paisible. Aujourd'hui, la presse n'occupe plus la place qu'elle avait auparavant. Mais les gens qui aiment les journaux apprécient toujours tenir un journal papier dans leurs mains chaque matin, parce que cela rappelle un trait culturel typique de la vie des Hanoïens. Contempler la beauté des peintures sur soie vietnamienne combinées aux beaux-arts japonais ou admirer les animaux des peintures folkloriques de Dong Ho. Ce sont quelques-unes des 38 œuvres d'art de l'exposition Dialogue avec les gravures sur bois japonaises Uikoe. L'exposition honore non seulement les valeurs culturelles et historiques et les matériaux artistiques traditionnels du Vietnam, mais constitue aussi une rencontre intéressante entre les styles de peinture vietnamiens et japonais. Explorons la combinaison des peintures sur bois japonaises et des matériaux traditionnels vietnamiens dans ce chapitre Le Vietnam en un clin d'œil. Inspirée par les illustrations des gravures sur bois ukiyo-e, l'œuvre La fille cueille des fraises de l'artiste Chen Thị Hội raconte l'histoire de l'impératrice Y Lan, une femme réputée pour son talent et sa beauté. La peinture utilise des matériaux vietnamiens familiers tels que la soie et le papier gió, mais apporte néanmoins une sensation nouvelle grâce à la combinaison harmonieuse avec l'art japonais. J'utilise le style et la technique de la sculpture sur bois, mais je pense sur des matériaux traditionnels vietnamiens racontant l'histoire culturelle vietnamienne. Dans mon travail, j'utilise des motifs de la période Lý Ê Trần pour les intégrer dans mes peintures. J'aime les caractéristiques des peintures d'art où les femmes sont souvent dessinées avec de ronds visages, de longs cous et de longs corps. C'est pourquoi dans mes peintures, je dessine des femmes avec de longs cous, de petits yeux, des bouches en forme de cœur et des sourcils épais. Les lignes nettes mais douces sont les mêmes caractéristiques des peintures ukiyo-e. Inspirée par la peinture japonaise, Tuệ Thư a choisi d'appliquer deux techniques typiques, la sculpture sur bois et l'impression par transfert de couleurs. Ses collègues et elle ont créé une œuvre avec un modèle de gravure sur bois intitulé « Janvier sans fin », représentant un monde de plaisir pour les humains et les animaux. À première vue, l'œuvre ressemble à une auberge de style japonais. Mais en regardant attentivement, les spectateurs se rendront compte que les personnages principaux de l'œuvre sont des animaux qui apparaissent dans les peintures de Dong Ho. Dong Ho est une ligne de sculpture sur bois vietnamienne qui présente des similitudes avec la peinture ukiyo-e. Tous deux utilisent beaucoup les thèmes animaliers. Les actions des animaux sont un peu empruntées à la ligne de peinture ukiyo-e, comme les poulets qui dessinent des calligraphies et les animaux qui sont assis à une table chauffée. Les animaux dans la peinture Dong Ho apprécient les plaisirs humains dans la ligne de peinture ukiyo-e. Lors de l'exposition Dialogue avec les gravures sur bois japonaises, ukiyo-e, les spectateurs ont découvert des peintures vietnamiennes classiques, recréées sous un nouvel objectif. Inspiré du tableau japonais Mariage du renard,
Le tableau Mariage de la souris du Vietnam a été redessiné sur papier avec les couleurs typiques de la ligne de peinture ukiyo-e. Ces œuvres qui marquent le mélange culturel entre le Vietnam et le Japon sont le résultat d'un travail du groupe d'artistes du projet de tradition en tradition pour préserver et promouvoir la beauté des peintures folkloriques dans la vie contemporaine. Avec ce projet, les jeunes artistes espèrent avoir une vision plus ouverte dans la pratique de l'art. Je ne me limite pas à un sujet familier, j'ai besoin d'aller plus loin pour développer mes atouts. À travers cette exposition, dialogue avec les peintures ukiyo-e, nous souhaitons faire découvrir les peintures traditionnelles vietnamiennes, telles que hàng trống, đồng hồ, ainsi que les peintures ukiyo-e. Le projet de tradition en tradition est l'occasion pour les deux arts de dialoguer. Les pensées et les aspirations des jeunes s'expriment à travers des matériaux artistiques traditionnels vietnamiens, tels que la soie, la laque ou le papier gió, mais affichés sous des formes modernes. Présentée au Temple de la littérature, l'exposition a attiré l'attention de nombreux visiteurs, dont des touristes internationaux. Ils ont exprimé leur intérêt et leurs impressions face à cette rencontre intéressante entre la peinture vietnamienne et japonaise. Bien que je ne connaisse pas trop l'art vietnamien, lorsque je découvre les peintures vietnamiennes combinées à des éléments de peinture japonaise, je ressens les caractéristiques uniques des cultures des deux pays. Je suis très impressionnée par les ouvrages. Lorsque les œuvres vietnamiennes sont combinées au style japonais, elles donnent de nombreuses peintures tout à fait uniques. L'exposition Dialogue avec les gravures sur bois japonaises ukiyo-e démontre les efforts visant à apprendre et à préserver les valeurs culturelles traditionnelles de la nation. Les activités comme celle-ci aident les jeunes artistes à continuer de contribuer à l'industrie de la peinture du pays et favorisent les échanges culturels entre le Vietnam et les autres pays du monde. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web à bas de l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.